Je tiens à remercier, avant de commencer, notre table ronde, les organisateurs, organisatrices, des rendez-vous de la recherche émergente. C'est toujours un événement qui représente une merveilleuse opportunité pour les étudiants et étudiantes, qui travaillent en études québécoises. Je tiens aussi à remercier Rose Saudret, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est présente sur Zoom, qui a été, avec qui, dans le fond, on a collaboré pour, penser comment allait se dérouler cette table ronde, qui a lieu finalement aujourd'hui. Donc, Rose et moi, notre réflexion s'est amorcée quand on a constaté, dans le fond, que l'UQAM était en quelque sorte assez particulière parce que le département de littérature au premier cycle était assez diversifié au sens où on pouvait trouver 3 revues différentes de publications. On pourrait élargir un peu qu'est-ce qu'on veut dire par publication littéraire et inclure davantage de revues, mais on va s'en tenir ici aux revues qui publient vraiment des textes littéraires qui sont vraiment davantage dirigés vers le premier cycle. Puis dans le fond, puisque la publication littéraire, c'est souvent un passage auquel la plupart des étudiants et étudiantes qui sont en littérature, qui veulent poursuivre au cycle supérieur ou même qui désirent expérimenter avec la publication, euh, vont s'adonner à la publication dans les revues étudiantes. Donc, il nous semblait important qu'on puisse ouvrir un dialogue entre les 3 revues, mais aussi qu'on prenne le temps un peu de réfléchir à ces pratiques qui vont un peu de soi dans la communauté étudiante, qu'on regarde un peu les différentes manières dont celle-ci pratique à la communauté étudiante. Donc, je vais commencer un peu comment ça va se dérouler. Je vais commencer par vous présenter les différents intervenants et intervenantes. Donc, ensuite, ils vont vous présenter leur revue. On va avoir une petite section où on va avoir des questions plus spécifiques pour chaque revue, des questions qu'on creuse un peu sur des éléments qui sont particuliers à chacune d'entre elles. Puis ensuite, on va vraiment amorcer la partie plus discussion de la table ronde. Puis bien évidemment, si vous avez des questions, conservez-les pour la fin. On va être ravis de les entendre et vous allez être ravis de répondre, j'imagine. Super. Parfait. Donc, je vais commencer par Samuel Aumier, qui s'occupe de la. Je vais rester ici, je vais vous présenter les 3 intervenants et ensuite on va se lancer dans le revue. Je pense que ça va être plus pratique. Donc, Samuel Aumier co-dirige la revue de création littéraire Lapsus depuis 2018. Il étudie également en littérature à l'Université du Québec à Montréal. Depuis 2020, il a co-dirigé 4 numéros avec Andréane Dufour. Et à l'année 2022, paraîtra 2 nouvelles publications, pilotées cette fois-ci avec sa nouvelle collègue Josiane Jabac. C'est le plaisir de l'édition ainsi que celui de rencontrer de nouvelles voix émergentes de tous les milieux artistiques confondus qui guident sa direction. Ensuite, nous avons avec nous Isatis Gravel-Leblanc, qui est titulaire d'un diplôme en études littéraires de l'UQAM et qui a contribué à plusieurs revues étudiantes, dont le CUD, magazine dont elle est l'éditrice en chef depuis août 2021, aux côtés de Jeanne Goudreau-Marcoux. En tant qu'éditrice, elle s'intéresse à un processus de rédaction et d'édition collaborative et ouvert qui pousse les rédacteurs et rédactrices à s'entraider et à innover. Marilyn Maillé est diplômée du baccalauréat en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal et poursuit son parcours académique à la maîtrise en études littéraires avec une concentration en études féministes. C'est dans le cadre de son mémoire, sous la direction de Laurie Saint-Martin, qu'elle creuse la question du lien entre l'écriture du désir et la réappropriation du corps dans la littérature, dis-je, érotique contemporaine des femmes au Québec. En grande amoureuse des mots, elle s'implique comme co-éditrice de la revue Grands Espaces et comme chef de pupitre à la littérature, comme chef du pupitre littérature à l'Artichaut Magazine. Donc voilà, c'est avec qui nous passerons la prochaine heure. Maintenant, passons aux présentations des revues et on commencera avec Lapsus. Oui, Lapsus, c'est une revue multidisciplinaire fondée en 1993 par des étudiants et des étudiantes du programme d'études littéraires à l'UQAM. Et ressuscité quelquefois depuis, sa mission demeure d'offrir un espace de création accessible à tous et à toutes et en marge des discours et des processus de publication traditionnels. Lapsus propose à ses auteurs et ses autrices, comme à ses éditeurs et ses éditrices, un espace libéré de contraintes, une tabula rasa sur laquelle peut se construire l'expérimentation, la quête de sens et de style, et un objet au sein duquel se fracassent les différentes formes de l'écrit sans hiérarchisation. Si son nom était peut-être à l'origine une affiliation psychanalytique
Aujourd'hui, il se rapproche davantage de son origine latine, labor, qui signifie trébucher ou glisser, et qui est, au-delà des erreurs et des actes manqués, une partie signifiante de ce qui constitue le jeu de l'expérimentation. Merci beaucoup, Samuel. Maintenant, une petite présentation de la revue Grands Espaces. Oui, la revue Grands Espaces, qui était anciennement Main Blanche et qu'on a changé de nom, c'est une revue qui est ouverte à tous, qui est ouverte à l'expérimentation éditoriale et qui se veut aussi une revue horizontale. Donc, on est 4 coéditrices. Il n'y a pas de personne en charge. Ça se veut vraiment un espace collaboratif où on propose des commentaires et on voit comment on peut rendre les textes la meilleure version possible qu'elles peuvent être. Merci beaucoup, Marilyn. Maintenant, Isatis pour le culte. Le Culte est une revue étudiante interdisciplinaire dont la parution est bisannuelle. Elle est reconnue pour sa grande équipe constituée d'une 70aine d'étudiants et étudiantes provenant de multiples programmes et qui contribuent à cette revue qui touche non seulement l'univers littéraire, mais aussi l'événementiel, la création musicale, la blogosphère et les médias interactifs. Super, merci beaucoup. Donc, on passe aux questions individuelles maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon. Encore une fois, ces questions-là, c'est un peu pour problématiser, si on veut, certains points qui sont vraiment particuliers à vos revues. Donc, je commencerai peut-être avec le culte. On a eu Isatis a mentionné que c'était vraiment une revue qui était interdisciplinaire. 70 étudiants, étudiantes, c'est quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Je me demandais, dans le fond, c'était quoi les avantages d'une telle collaboration, mais aussi s'il y avait des défis qui étaient associés à ça. Oui, dans le fond, initialement, le Culte, c'était une revue qui était plutôt associée au département des communications. Donc, c'était beaucoup d'étudiants en communication. Mais au fil des années, grâce au travail créatif et surtout très médiatisant des genres de communication, la revue a acquis une popularité particulière, notamment pour ses lancements festifs et expérientiels. Donc, les gens comme sont très talentueux pour créer des événements agréables. Donc, ça a attiré des étudiants de plusieurs autres départements tranquillement et plusieurs autres comités se sont créés au sein de la revue. Et les membres se sont vraiment diversifiés. Donc, on a des étudiants qui vont être en journalisme, en littérature, en médias interactifs, en stratégie de production, en design, en création sonore, en événementiel, et j'en passe. Mais là, c'est sûr qu'il y a des avantages des désavantages à ça. Ce que je dirais pour le plus gros avantage que je vois personnellement, c'est que ça vient vraiment créer un aura professionnel autour du culte parce qu'en ayant autant de moyens par personne, donc dans le sens en ayant une aussi grande équipe, ça fait que chaque personne amène sa spécialisation dans quoi la personne étudie et tous les comités peuvent vraiment se concentrer sur des parties spécifiques du projet et vraiment aller peaufiner ce qu'eux et elles connaissent le mieux. C'est ça, dans le fond, les divers aspects qu'on va vraiment aller travailler au culte, il y a les communications et la médiatisation de la revue, l'expérience des lancements et des événements de financement et la rédaction et le design du magazine. Je dirais que ce sont comme en gros les 3 axes. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a des désavantages à ça et des désavantages que je crois que vous allez reconnaître. Dans le fond, plus il y a de monde, plus il y a de relayage d'informations, plus il y a de réunions à y avoir, plus il y a de personnalités diverses et on le sait, les gens qui étudient dans des programmes artistiques versus des gens qui étudient dans des programmes en communication peuvent avoir des tensions sur les visées pour le magazine. Donc, c'est sûr que plus il y a de monde, plus il y a de valses à y avoir. Fait que je dirais que ça, c'est un peu le désavantage. C'est vraiment différent de grands espaces qui sont 4 et non, nous, on a vraiment plusieurs comités qui ont à peu près une dizaine de personnes par comité avec des directeurs pour chaque comité, des directeurs pour la revue. Donc, c'est ce que je dirais pour les désavantages. Définitivement que ça représente des beaux défis. Justement, puisque tu as mentionné Grands Espaces, on va continuer avec Grands Espaces. Avec Marilyn, tu as mentionné dans ta présentation que, dans le fond, le nom avait été vraiment changé récemment. Donc, la revue était avant connue sous le nom de Main Blanche. Puis, dans le fond, c'est ça ce que je voulais savoir, c'est un peu qu'est-ce qui avait motivé ce changement-là, puis peut-être aussi, Main Blanche, qu'est-ce que ça représentait, puis pourquoi vous sentiez le besoin de changer pour Grands Espaces spécifiquement. Qu'est-ce que ce nom-là représente pour vous maintenant? Oui, dans le fond, Main Blanche,
la revue a 25 ans, l'histoire s'est un peu perdue en cours de route, mais à la base, c'est une des fondatrices de la revue qui avait vu en rêve la main blanche d'un Yeti. Puis l'histoire est parue dans le premier numéro, sauf que c'est ça, justement, ça fait 25 ans, l'histoire s'est vraiment perdue, puis je pense que le nom s'attachait plus concrètement à rien, puis tout ce qui reste, c'est le nom qui est main blanche, je pense qu'on peut tous et toutes comprendre pourquoi c'est problématique. Puis on a eu comme une grosse remise en question, où est-ce qu'on se positionnait par rapport à l'édition, c'était quoi notre ligne éditoriale, puis on voulait vraiment y aller dans quelque chose d'ouvert, un espace qui était un safe space un peu pour toutes les personnes qui écrivent et qui créent à l'UQAM et ailleurs aussi. Donc voilà, on a vraiment eu une longue discussion. On a pesé les pour et les contre. Puis pour nous, le 25e, c'était juste le bon moment de faire la transition vers ce qu'on veut faire du soir. Okay. Donc, Je peux pas dézoomer. Super. Donc, c'est ça, le grand espace. En fond, ça vient de cette idée-là d'ouverture dont tu as parlé. C'est super, c'est vraiment beau, poétique. Vraiment bravo pour cette transition-là. Maintenant, je vais y aller avec l'abscisse. Puis, dans le fond, tu as parlé un peu, Sam, à quel point. Excuse-moi, Samuel. On peut y aller avec le prochain. On se connecte tous bien en tant qu'étudiante au baccalauréat/maîtrise. Mais c'est ça, tu as parlé à quel point justement c'est un espace qui était un peu en marge, puis je pense que ça se reflète vraiment un peu dans vos thèmes. Peut-être que tu peux nous parler un peu plus de la façon dont vous choisissez vos thèmes, parce que c'est définitivement assez diversifié, que ce soit dans les numéros récents ou vos appels de texte à venir. Donc, c'est ça, c'est quoi votre approche par rapport aux thématiques de votre livre? On a vraiment différentes approches très éclectiques. Généralement, ça débute par un gros brainstorm où les idées les plus absurdes comme les idées les plus sérieuses sortent, puis honnêtement, tout est envisagé. Avant, je dirais qu'en 2018-2019, notre tradition, c'était plus de sortir un numéro sérieux à l'automne qu'un numéro drôle ou léger à l'hiver, ce qui a donné, mettons, cuisine puis violence. Le problème, c'est que ça n'a pas vraiment, cuisine peut être très sérieux et violence peut être très drôle. Donc, ça fonctionne plus ou moins, cette idée-là. On a changé depuis, en 2022, on s'est parti peut-être une nouvelle tradition, ou peut-être que c'est très éphémère, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend des titres de chansons en anglais et qu'on les traduit directement en français. Donc, on va publier prochainement Parce que la nuit, qui vient de Because the Night de Patti Smith, puis Le temps de prétendre qui vient de Time to Pretend de MGMT. Ça se peut que ça soit juste cette année. Après ça, on change, honnêtement. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de visualiser à l'avance le numéro qu'on va avoir. On essaie tout le temps de faire quelque chose de différent. À ce sujet, je pense que le thème le plus différent qu'on a eu, c'est fanfiction. Ça, c'est plus une contrainte thématique, je dirais, de genre, ce qui est très peu habituel pour l'Absus, parce qu'on veut publier le plus tous les textes sous toutes les formes possibles. Mais là, on a mis une contrainte un peu plus de genre, donc fanfiction. Pour nous, c'est important de un peu réhabiliter la fanfiction qui est aux marges du champ littéraire, puis un peu plus essayer de montrer non, mais on peut vraiment produire des textes de qualité, puis on peut vraiment y aller à fond, puis assumer la fanfiction à 100%. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond très bien à la question. Merci beaucoup. On va passer un peu plus à la section discussion, mais je pense qu'il y a quand même un lien définitivement à y avoir avec la question de marge littéraire un peu dont tu parles. Puis bon, un des défis, si on veut, de la publication étudiante, c'est qu'on veut donner un espace de publication aux étudiants et aux étudiantes qui soit, vous avez beaucoup parlé d'ouverture dans vos... d'ouverture à la publication, de rendre la publication accessible à la communauté étudiante, mais il y a toujours quand même cet enjeu-là de désir de légitimation des revues, où est-ce qu'on veut que le travail des étudiants, oui, soit étudiants et étudiantes, soit, oui, publié, mais aussi reconnu et que leur valeur soit vraiment mise en évidence. Donc, on peut constater qu'il y a vraiment une espèce de tension qui se crée entre désir de légitimation de la revue, mais aussi désir de la rendre accessible et de rendre la publication aussi, la création accessible à la communauté étudiante. Donc, peut-être que Sam, tu pourrais commencer sur cet enjeu-là par rapport à justement ce que tu as dit ou
complètement à Ben l'opposé. oui, je trouve ça Mais vraiment vas-y. intéressant, là, la tension entre entre légitimation et démocratisation, parce qu'au sein de l'APSUS, on cherche toujours plus à démocratiser qu'à se légitimer. C'est pas pour rien qu'on se met en marche, un peu parce que pour nous, c'est plus secondaire, je dirais, mais après, c'est sûr que je peux pas prétendre qu'on n'a pas des tensions de légitimation au sein de la revue. On est tous et toutes au sein d'une institution littéraire, donc on est tous et toutes poussés consciemment ou pas par des, des tensions de genre canonique, peu importe, de légitimité. C'est sûr qu'on veut pas envie de publier n'importe quoi non plus, mais je pense qu'on met tout le temps de l'avant de plus en plus, on maintient de l'avant cette volonté de voir publier toutes les voix le plus possible, que ça soit vraiment plus en marge, plus au sein d'un thème qu'on propose. Voilà, c'est ça. Donc, aussi, ça dépend des textes qu'on reçoit, honnêtement. Donc, c'est ça, ça va vraiment dépendre de la nature des textes qu'on reçoit aussi. On fait avec ce qu'on reçoit. Mais on va vouloir, étant donné qu'on est quand même une dizaine dans le comité, puis on prend des décisions, on est rarement d'accord, ce qui fait en sorte que, justement, le débat, pourquoi on voudrait publier tel texte et pas tel autre texte, ça l'enrichit beaucoup. Puis souvent, ben, la réponse, c'est qu'on veut offrir des nouvelles voix, on veut offrir des nouveaux textes. Donc, c'est très enrichissant comme processus de sélection. Super. Peut-être Marilyn, sur la question de la légitimation, je pense que je vais venir m'asseoir avec vous pour que ce soit moins compliqué pour les caméras parce qu'on a des petits problèmes techniques. Oui, ben en fait, tu sais, je pense qu'on est chanceuse dans l'équipe. Je veux dire, j'ai toujours accordé avec le féminin parce qu'on est 4 femmes en ce moment. Donc, on est chanceux, je pense, en ce moment à Cause d'Espace parce que c'est une revue qui a quand même 25 ans, qui a une certaine notoriété, qui a été partie par des gens qui sont connus dans le milieu littéraire. Puis on est chanceuse en ce sens-là. Par contre, je pense que ça vient avec un certain fardeau dans le sens où la revue a eu longtemps, ou même encore peut-être, une réputation assez mauvaise par rapport à ça. Comme quoi, c'est extrêmement difficile de publier. Comme quoi, c'est juste des gens à la maîtrise qui gèrent ça, ce qui n'est pas vrai. Puis je pense qu'on essaie vraiment, justement, de démocratiser ça plus. Et nous, on n'a pas de contrôle sur ce qui a été fait avant, mais on a un contrôle sur ce qui est fait en ce moment. Puis on agit vraiment en ce sens-là. Donc, comme j'ai dit tantôt, on est 4 coéditrices qui prennent toutes les décisions ensemble. Puis on n'agit plus vraiment pour légitimer la revue, mais on essaie de la démocratiser en ce moment. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va la porter, on la fait voyager un peu dans Montréal, essayer de la faire vivre en dehors de l'université. On ne veut pas que ce soit une revue, c'est une revue universitaire, évidemment, mais on veut que ce soit pas juste les gens de l'université qui puissent publier dedans. On veut que ce soit ouvert à tous et à toutes. On ne croit pas qu'on a plus de droits que d'autres personnes de publier dans la revue. Donc voilà, on est vraiment là en ce moment. C'est notre point de vue au niveau éditorial. Puis on veut continuer d'aller dans ce sens. C'est vraiment intéressant. C'est comme si, puisque vous avez déjà un peu de facto avec l'héritage du département, comme avant, c'était comme la revue officielle, maintenant vous êtes vraiment concentré vers la deuxième partie qui est comme lors des conditions de démocratisation, puis vous avez définitivement des mécanismes en place comme pour faire ça. C'est super intéressant. Peut-être didactique, c'est un peu différent pour toi, j'imagine, puisque c'est associé aux communications. Oui, ben non, c'est ça, dans le fond, comment j'avais vu la question, c'est le côté démocratisation, donc dans le sens d'offrir une chance et des opportunités au plus grand nombre d'étudiants et étudiantes de publier, mais tout en même temps en assurant la qualité d'écriture puis de l'expérience pour le public ou le lectorat. Mais je pense qu'une des forces du culte, c'est comment on fonctionne pour sélectionner les textes qui est un petit peu différente de ce qu'on voit à l'habitude pour les revues étudiantes. C'est que dans le fond, le culte, ça fonctionne en cycle. Donc, il y a un cycle d'une année et au début de l'année scolaire, donc en septembre, on va faire un appel à l'échantillon d'écriture. Donc, les gens doivent nous envoyer une lettre de motivation pour faire partie du comité de rédaction et un échantillon d'écriture. Donc, on peut voir un potentiel chez les étudiants et étudiantes qu'on pourrait les aider à développer. Donc, on n'a pas besoin que le texte soit déjà parfait ou très bon. Puis, on peut voir aussi la motivation des étudiants et étudiantes par leur lettre de motivation. Puis ensuite, on va sélectionner des gens.
Puis après, il va y avoir 2 publications dans l'année. Donc, puis comment ça fonctionne, c'est qu'ils nous soumettent un premier jet, un deuxième jet, une version finale. Il y a des tables rondes dans tous les rédacteurs, rédactrices. Donc, ils vont vraiment vivre un processus d'édition qu'on essaie de rendre le plus légitime possible pour leur donner une idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre s'ils veulent publier un jour. Puis, donc c'est ça, ça permet que même si quelqu'un n'est peut-être pas parfaitement, est pas super, super bon au début, mais si on voit un potentiel et on veut l'accompagner là-dedans, mais on a l'opportunité dans ce sens-là de choisir des gens qui n'ont peut-être pas publié dans d'autres revues ou ces trucs-là, puis ça change le comité de rédaction et les directeurs, directrices à chaque année. Donc, à chaque année, on a à peu près 16 rédacteurs, rédactrices qui sont nouveaux. Certains vont réappliquer, mais en général, il y a une majorité de nouvelles personnes. Oui, c'est ça. C'est super. C'est vraiment intéressant la façon dont tu parles que peut-être vous, votre démocratisation n'est pas tellement au nombre de personnes qui sont publiées, mais vraiment en termes de tout le monde avec le travail peut accéder. Puis je pense que ça se fait bien aussi dans les différentes. Tu avais parlé qu'il y avait des gens dans plein de disciplines qui proviennent de plein de disciplines différentes. Donc c'est vraiment un autre pan, si on veut, de la démocratisation de l'écriture qui n'est pas tout le temps, qui est possible grâce à ce format-là en particulier. Super. Maintenant, on va passer à une question qui est un peu plus liée au domaine éditorial de la revue. De manière générale, je m'explique, de plus en plus, on voit, puis avec la pandémie, ça a été d'autant plus exacerbé, que les revues littéraires, les périodiques, mais aussi maintenant les revues étudiantes, se tournent de plus en plus vers le numérique. Puis je me demandais comment soit cette transition-là, puis comment vous composez avec le numérique. Ça peut être aussi avec les médias sociaux pour aller rejoindre votre lectorat, peut-être. Comment cette composante-là de l'univers médiatique s'insère dans votre revue. Puis ce serait, je dirais peut-être avec Marilène. Oui, en fait, j'ai vraiment aimé comment ça s'est passé avec le numérique parce que ça nous a permis d'approcher le processus d'édition un petit peu différemment. Donc, avant, je ne sais pas trop comment elle faisait, je suis pas arrivée pendant la pandémie. Mais maintenant, tu sais, comme on est juste 4, on sélectionne autour d'une dizaine de textes ensemble. Donc, toutes les décisions sont prises à 4 personnes. Mais il y a une personne qui décide de prendre en charge le texte, puis qui va accompagner l'auteur, l'autrice tout au long du processus d'édition. Sauf que tous les commentaires sont faits sur les textes par les 4 éditrices. Donc, des fois, disons, on va se contredire dans les commentaires entre nous, entre co-éditrices, puis ça permet aux auteurs, autrices de choisir un peu les commentaires qu'ils trouvent qui les aident vraiment. Donc ça nous permet de... Parce que, tu sais, comme l'édition, c'est un peu une position de pouvoir dans le sens où on a tellement... Tu sais, on a le choix de dire comme « Ah, ça, j'aime pas ça, enlève ça », mais c'est pas vraiment la façon dont on veut l'approcher. Puis je pense que le numérique nous a vraiment permis d'approcher ça d'une façon qui est plus démocratique un peu, en vraiment laissant le choix aux auteurs, autrices, leur donnant le plein contrôle de leur texte, mais voilà, donc on approche plus au niveau des suggestions. Je pense aussi que le numérique fait juste que ça va plus rapidement. Ça prend une journée, on met tous les commentaires, puis il y a un peu de back and forth de courriel, mais voilà. Là, on essaie de continuer avec ça, mais de façon un peu plus hybride. Donc, on fait tous les commentaires, mais après, on va aller rencontrer les auteurs, autrices dans un café. Donc, disons que moi, je suis en charge du texte, il va y avoir tous les commentaires de tout le monde, mais je vais rencontrer l'autrice ou l'auteur dans un café, puis je vais expliquer chacun des commentaires. Donc là, je pense que c'est là qu'on est rendu d'essayer d'assimiler un peu les deux façons de faire. Super, peut-être Daniel, de ce côté-là. Oui, ben moi, personnellement, pour Lapsus, je trouve que le numérique, c'est vraiment notre prochain défi à venir parce qu'on n'est pas très présent sur la toile. Donc, ouais, c'est ça. Durant la pandémie, ce qui est un petit peu paradoxal, je pense qu'on aurait pu prendre la direction d'aller 100% numérique, faire des lancements en ligne. Je sais que ça a été fait, je sais qu'il y en a que ça a fonctionné. Nous, au contraire, on a décidé de mettre sur pause un peu plus notre impression pour lancer nos 2 numéros de l'année durant l'été.
qui permettait qu'on se regroupe dans un parc, qu'on puisse avoir des vrais contacts. Je pense que les gens ont apprécié de réduire leur temps d'écran. Mais reste que, c'est ça, aujourd'hui, je pense qu'on a un léger retard numérique, surtout si je me fie aux autres revues. Puis on observe, on s'inspire. On vient de créer tout juste à l'instant, il y a 2 semaines, un comité qui va être en charge de nous lancer plus dans le numérique. On va ouvrir notre page Instagram très bientôt. Donc, restez à l'affût. Puis sinon, on a toujours notre projet. On aimerait ça avoir toutes nos éditions de revues en ligne, des archives disponibles. Ça reste toujours sur la table, étant donné qu'on est tous et toutes bénévoles. Ça va au gré de la motivation du comité éditorial. Donc, voilà. Mais plein d'espoir là-dessus. Looking forward. Oui, c'est ça. C'est super intéressant parce que souvent, on voit le numérique comme quelque chose, si on veut, pour s'adapter aux nouvelles technologies et tout, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse partie qui est HVH, qui est très intéressante à faire, surtout pour des revues étudiantes, que c'est un peu plus difficile d'aller chercher peut-être une pérennité, mais en ayant tous les numéros précédents, c'est vraiment... Oui, puis c'est difficile aussi de faire accéder la revue à tout le monde. On publie des gens, par exemple, qui sont en Europe. Je peux leur envoyer les numéros par la poste, mais c'est sûr que pour eux, ça serait peut-être plus agréable. Il y aurait peut-être plus une meilleure distribution si c'était en ligne. Mais à venir. Ça fait aussi partie du mysticisme de Lapsus, d'être un peu en marge des choses. Mais c'est vrai. Ouais. C'est plus mystérieux. Justement, exotique. Par rapport à la numérique. Oui, contrairement au mysticisme de Lapsus, étant la grosse machine de communication qui est le CULT, nous, déjà avant la pandémie, le CULT avait quand même une grande présence numérique, là, un compte Instagram, des vidéos en ligne, parce que, bien entendu, oui, il y a le comité de rédaction, mais il y a le comité d'expérience interactive, d'audiovisuel. Ces gens-là veulent vraiment créer des projets en ligne parce que dans leur carrière, ils vont vraiment avoir à faire face à ça. Donc ça, on a eu la chance pour ça. Puis on a eu un cycle complet qu'on a fait en ligne. Donc 2 parutions de numéros en ligne. C'était des vidéos qui avaient été créées avec comme une lecture performance avec des visuels, puis de la musique, parce qu'on avait un nouveau comité de création sonore, donc tous des DJ montréalais vraiment impliqués sur la scène musicale, ce qui a été vraiment cool. Puis en fait, je pense que pour moi, il n'y a jamais rien qui va pouvoir remplacer comme le toucher du papier, puis l'expérience d'entendre la voix de quelqu'un en vrai ou de se voir en vrai pour célébrer. Mais ça a un peu contaminé le réel, là, cette présence, cette expérience numérique-là, parce que maintenant, les performances, avant, les performances, c'était vraiment plus juste de la lecture, puis maintenant, tous les comités travaillent ensemble sur les performances parce qu'on a vu que les gens avaient quand même beaucoup apprécié cette interdisciplinarité-là de la performance. Fait à partir de cette expérience-là, qui était obligée d'être numérique, ça nous fait mettre quelque chose dans le présentiel. C'est quand même... Oui. C'est quand même... C'est vraiment inspirant. C'est inspirant. Je prends des notes. Oui, c'est ça. Parfait. Maintenant, on va se pencher sur un côté un peu plus pratique, peut-être un peu plus pragmatique, moins le fun, peut-être un peu plus triste, parce que veux pas, c'est toujours un défi pour les revues. Puis on va parler un petit peu de financement. Donc, c'est quoi vos différentes sources de financement? Peut-être comment vous composez avec le labyrinthe, que ça peut être des fois entre subventions, autres types de financement, etc. Peut-être Marianne en premier. Oui, l'argent. Oui, ben nous, on est financés en fait à 100% par les associations étudiantes et le service étudiant de l'UQAM. On peut pas, c'est comme dans les clauses là, de l'argent pour soi, on peut pas vraiment faire de financement autre. On peut pas faire d'événements de financement, on peut pas vendre la revue pour avoir de l'argent. Donc, les subventions qu'on a, c'est vraiment l'argent qu'on a. Puis voilà, puis malheureusement, pendant la pandémie, le prix du papier est devenu incroyable. Donc, c'est ça, on était un peu pris de court cette année parce qu'on a reçu le même montant que normalement. Puis, je pense que ça devenait un peu un défi de voir comment on allait payer le graphisme, l'impression. Donc, je pense que... Mais en même temps, je pense que c'est quand même quelque chose de positif au final parce que ça nous a poussé à penser un peu à l'extérieur de ce qui avait été fait.
La revue, là, depuis les dernières années, ressemble à ça. Là, donc, on a comme un format déjà préétabli. Puis, quand on envoie au graphiste, il fait juste le coller sur notre format. Puis, on envoie à l'imprimeur. Puis, il y a déjà tous les détails de ce qu'on fait normalement. Puis, cette année, on a dû un peu repenser à comment est-ce qu'on voulait que la revue fonctionne, de quoi on voulait qu'elle ait l'air. Puis là, on s'est lancé un peu dans des projets, un peu par manque d'argent. Puis je suis vraiment très fière de ces projets. J'ai hâte, là, je ne peux pas en parler maintenant. C'est sous le secret encore, mais ça s'en vient éventuellement. Puis j'ai vraiment hâte que vous voyez. Puis tout ça parce qu'on manque terriblement de budget. Mais tu sais, c'est ça. Ça nous pousse à penser à l'extérieur. Tu sais, je pense un peu de ce qui a été fait. Puis en même temps, on voit que les gens veulent vraiment nous aider du mieux qu'ils peuvent. On a réussi à organiser des lancements à $0 à l'extérieur de l'université, ce qui est vraiment le fun parce que les gens sont aiment tellement le projet puis ils veulent nous aider. Puis les librairies sont prêtes à tenir les revues puis à nous les donner. Puis c'est vraiment fun. C'est peut-être une contrainte qui amène de la créativité au sein de l'équipe. Ben oui. Samuel, pour le sujet. Oui, ben, c'est les mêmes subventions que Grand Espace, donc c'est uniquement au sein de l'UQAM. Par contre, ben, je suis désolée peut-être de l'annoncer, mais nous, la pandémie a fait en sorte qu'on a reçu plus d'argent. Ah! J'espère que c'était pour détriment de vous. Mais je pense que c'était plutôt parce qu'il y avait des associations qui avaient moins de demandes de projets, donc peut-être qu'ils ont mieux redistribué leur budget. Il faut dire aussi que les SVA, le soutien à la vie étudiante, on ne demandait pas avant, maintenant on le demande. Donc, voilà, c'est excitant. On a un petit peu plus d'argent que d'habitude. On se met à penser. Peut-être qu'on va pouvoir se permettre d'imprimer des pages en couleur à l'intérieur, des illustrations. Sky's the limit. On est en train de réfléchir à ça. Sinon, ben, c'est ça, ça nous permet un tirage entre 300 et 500 exemplaires. Je ne sais pas pour c'est combien. Oui, avant c'était 500, maintenant c'est 300. Oui, on a diminué avec la pandémie. C'était difficile à distribuer, mais ouais, on a pu, c'est ça. Puis après, nos lancements aussi sont très low budget, comme vous, j'imagine. Mais là, on va peut-être réfléchir à faire autre chose. Je ne sais pas. À voir. Peut-être, est-ce que là, en termes de subventions, je ne veux pas. Mais c'est un peu, vous savez, les deux des subventions des associations étudiantes, mais il y a quand même une différence, je crois, dans le fonctionnement de ces subventions-là, si je ne m'abuse. Très possible. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne pour Grand Espace. Oui, mais nous, dans le fond, c'est l'AFEA, l'AML, l'AFCL maintenant, et le service à la vie étudiante. J'espère que j'ai oublié personne. Non, c'est pas la plus impliquée dans les demandes de ça, mais voilà, c'est pas mal ça. Puis c'est des subventions qui ne bougent pas, à moins qu'on aille aller dans les... quand ils se rencontrent là, pour voter les budgets dans les AG. Il aurait fallu y aller comme au début de l'année pour demander qu'ils augmentent la subvention qu'on allait recevoir, ce qu'on ne savait pas. Maintenant, l'exercice. Modèle un peu différent, je pense. Oui, un peu. Non, nous aussi, on a des subventions. En fait, un des avantages d'avoir autant d'étudiants et autant de personnes de différents départements de l'université, c'est de pouvoir faire des demandes de subventions à plusieurs assos étudiantes. Donc, de chaque étudiant, on peut faire une demande à leur asso étudiante. Ça ne veut pas dire que l'asso va nous l'accorder parce que c'est vrai qu'il y a des départements qu'on a peut-être juste un étudiant. Donc, ils ne vont pas accorder de subvention à un projet qui a juste un étudiant dans le département. Mais nous, vu qu'on fait quand même des gros lancements d'à peu près comme 400-500 personnes festifs qui génèrent un peu des revenus, quoi qu'on ait un organisme à but non lucratif comme eux, là, on ne peut pas s'en mettre dans les poches, il faut tout dépenser cet argent-là pour... en fait, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de lousse. On est subventionné aussi, on a des petites commandites, là, style Gourou, Red Bull, des fois, mais c'est vraiment pas la plus grosse partie des subventions. Je dirais que la plus grosse partie du financement, c'est vraiment l'autofinancement, parce que ça va être tous nos membres qui vont inviter leurs amis, mais eux-mêmes, leur famille, à ces lancements-là, à ces événements de financement-là. Au début de l'année, on a une cotisation au magazine qui, si la personne n'a pas les moyens de la payer, c'est correct, mais c'est pas une grosse somme, mais ça va vraiment faire une grosse différence. Donc, on fait beaucoup d'autofinancement. Puis, on va vendre des fameux produits dérivés.
qui parfois excitent un peu les ventes. Ça dépend s'ils sont beaux ou pas. Mais c'est ça. Donc, un peu différent, mais je pense que... Ah oui, je voulais aussi souligner que je pense que l'enjeu monétaire est un terrain un peu glissant parce que dans le sens que le produit de la lecture n'est pas l'objet le plus vendu de nos jours, malheureusement. Fait que c'est difficile un peu de... Je pense que le fait que nous, c'est ça. Je pense que vu que le culte offre quand même un packaging autour de la lecture, un peu de marketing, je pense que ça aide pour le financement, mais je pense qu'on fait face au même défi que c'est difficile de faire circuler la lecture au sein des premiers cycles. Oui. Des fois, je suis très insistant à donner des revues. D'ailleurs, si vous en voulez, il y en a plein de. C'est ça, puis il faut aussi qu'il y a des gens de l'UQAM, soit ici ou qui regardent du confort de leur maison, définitivement, ces revues sont disponibles et gratuites. Absolument. C'est aussi ce qui fait que le financement est un enjeu particulièrement important. Ouais. Bon, alors, je pense que... Est-ce qu'on a le temps? Je pense que j'irai avec une... Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question, puis après ça, le public? OK, super. J'irai avec une dernière question qui me semble justement propre à l'enjeu l'UQAM. J'en ai parlé au début, mais que l'UQAM se démarquait peut-être avec le fait qu'il y avait 3 revues étudiantes différentes pour le département d'études littéraires au premier cycle, spécifiquement, ce qui est assez... qui est peu commun. Si on regarde avec d'autres universités à Montréal, c'est pas du tout le cas. Souvent, on va avoir une revue par département qui va être mobilisée par l'ensemble des étudiants. Puis je me demandais, dans le fond, peut-être, qu'est-ce que vous voyez, comment vous percevez par rapport à cet enjeu-là? Parce que, bien évidemment, il y a des avantages à offrir une multitude de revues, mais ça peut aussi comporter certains défis, soit au niveau d'édition, de la création, puis de la publication des textes, distribution, etc. Donc, voilà. Quelqu'un voudrait se lancer. Moi, je commencerais juste par dire que moi, je trouve ça très, très, très le fun, très plaisant qu'il y ait le plus de revues possible. Juste 3, c'est peut-être pas assez, même si on veut justement démocratiser, comme on a parlé plus tôt. Moi, j'adore ça personnellement. C'est sûr, un des côtés négatifs, je pense, c'est justement qu'on se partage le même lectorat, si on veut, mais après ça, on n'offre pas le même produit. Donc, on attire des gens différents, puis on peut très bien aimer le culte et Lapsus et Grand Espace pour des raisons différentes. C'est le cas. Oui, d'ailleurs. C'est ça. Donc, pour nous, au sein de Lapsus, c'est vraiment enthousiasmant qu'il y ait de plus en plus de revues. Puis, c'est ça. Je vois pas vraiment de concurrence au sein des revues. Là. Je pense que le temps où il y avait une seule revue à l'UQAM est vraiment dépassé. On est vraiment rentré dans une autre ère très excitante. Puis, qui sait, peut-être qu'il va y avoir des collaborations éventuellement. On le met dans l'univers. On le met dans l'univers. Non, mais oui, c'est vrai, je pense pas qu'il y a de points négatifs pour que vous volez clairement du financement. On s'en parle, mais je suis pas sûre. Non, mais pour vrai, moi aussi, je suis très d'accord avec toi. Tu sais, comme, c'est le fun de voir que les étudiantes s'impliquent assez pour qu'on ait plusieurs revues. Puis là, on est 3 aujourd'hui, mais tu sais, il y en a d'autres à l'UQAM. Il y a l'Artichaut, il y a Féminitude. Donc, tu sais, c'est des revues qui ont vraiment des lignes éditoriales qui sont complètement différentes, des projets complètement différents, des approches différentes aussi. Fait que je pense que ça donne juste plus d'opportunités aux étudiantes d'écrire et d'être publiés, ce qui est une expérience quand même d'édition qui est fun à avoir. Tu sais, si notre but, c'est de publier par la suite. Puis voilà, tu sais, je pense que c'est pas la ligne éditoriale de tout le monde qui fit avec tous les textes. Donc, tu sais, une personne peut envoyer son texte aux 3 revues, puis peut-être qu'il y en a une qui veut la prendre, tu sais. Donc, je trouve ça le fun qu'il y ait des possibilités. Ouais, moi, ce que j'allais dire, justement, c'est que je trouve que l'avantage d'avoir autant de revues, puis autant de gens qui sont... Parce que oui, les étudiants peuvent vouloir publier dans les revues, mais ça prend des gens qui vont faire fonctionner ces revues-là, puis c'est de la job. Mais ce que je trouve vraiment cool d'avoir toutes ces revues-là, c'est que ça donne vraiment une plus grande opportunité aux étudiants et étudiantes de pouvoir publier. Puis on sait dans le milieu universitaire à quel point c'est important de la publication, mais aussi pour rendre l'université un peu plus dynamique. Oui, puis moi, je trouve que aussi ce que ça permet d'avoir toutes ces revues-là qui fonctionnent beaucoup, c'est qu'on se tient un peu
je l'ai pas en français, mais comme accountable, dans le sens qu'il faut tout qu'on soit quand même des bonnes revues parce qu'il y a d'autres options. Fait que je pense que ces 3 revues-ci sont 3 revues parce qu'il y en a eu d'autres qui sont plus des revues. Fait que je pense que ça prend quand même. Ça fait en sorte que les revues qui sont là sont assez solides, assez connues, parce qu'il y en a beaucoup. Fait qu'il y a quand même une certaine compétition pour un certain lectorat et pour certains événements. Fait que c'est ça fait en sorte qu'on doit se tenir à un niveau de qualité ou de ligne éditoriale particulière assez élevé. Ouais. Puis l'UQAM est vraiment particulière, là, genre, je veux le re-souligner dans le sens que c'est vraiment rare qu'il y ait autant de revues, puis de revues dans lesquelles il y a. C'est ça reflète toutes les incohérences de l'UQAM au final. Peut-être. C'est ça, il y a d'autres modèles qui sont intéressants pour leur propre manière, mais effectivement, vous avez souligné des bons avantages. C'est sûr qu'éventuellement, un projet futur, ce serait peut-être répéter l'exercice qu'on a aujourd'hui, mais avec des gens d'autres universités. En termes de format et de nombre de personnes, ça commençait à être un défi d'organisation. Donc, on s'en est venu à l'UQAM, mais qui sait, peut-être, éventuellement, on pourrait ouvrir et se rencontrer, parce que je pense que le dialogue par rapport à ces questions-là sur l'édition puis sur la création sont définitivement des discussions à avoir.